Aujourd'hui, justement, il sera question de philosophie en train de se faire sur scène. Un spectacle de philosophie même, à partir d'un texte du spinoziste Frédéric Lordon, mis en scène par Judith Bernard, un spectacle à voir jusqu'au 26 février au Théâtre du Ménilmontant à Paris, et auquel Les Nouveaux Chemins vous recommande sans réserve de vous rendre, ne serait-ce que pour comprendre en 1 heure à peine comment Spinoza peut nous aider à penser et à repenser le capitalisme. Alors, comment mettre en scène un texte de philosophie et pourquoi Spinoza est-il particulièrement pertinent pour penser notre rapport au travail aujourd'hui? Ce sont les 2 questions que je poserai à mes 2 invités du jour, Frédéric Lordon et Judith Bernard. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Spinoza nomme conatus l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Le conatus est la force d'exister. Le conatus est l'énergie fondamentale qui habite les corps et les met en mouvement. Le conatus est un principe de mobilisation des corps. C'est l'énergie du désir qui jette le corps à la poursuite de son objet. Le conatus est en chacun de nous, en chaque projet que nous formons, en chacune de nos entreprises, en chaque entrepreneur. Quand un entrepreneur forme le projet d'une entreprise, c'est son conatus qui le meut. Mais lui a besoin, pour assouvir son désir, d'asservir d'autres conatus. D'autres conatus. Quoi? Un conatus, des conatus. Frédéric Lordon, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Capitalisme, désir et servitude de Marx et Spinoza, publié aux éditions La Fabrique en 2010. Et c'est à partir de cet ouvrage que cette pièce a été écrite puis mise en scène par vous, Judith Bernard, qui est donc que vous mettez en scène et vous enseignez également. C'était quand même un sacré défi que de vouloir adapter et mettre en scène un texte de philosophie assez exigeant, passionnant, je tiens à le dire d'emblée. Et je tiens aussi à dire d'emblée, à vous féliciter pour cette mise en scène qui est très réussie. Mais quel défi quand même que d'essayer d'incarner au sein d'acteurs, d'un décor, d'une mise en scène de musique, un texte qui semble n'avoir d'autre intérêt qu'intellectuel. Oui, enfin, passer les premières pages du texte qui, en effet, sont assez théoriques et difficiles. Le texte démarre dans une langue assez sophistiquée. Je parle là du texte de Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Passer les premières pages du texte, moi j'ai vraiment eu l'impression comme lectrice que ce texte venait m'attraper aux tripes et que ce qu'il me racontait, dans une langue effectivement savante et avec des concepts, c'était quelque chose qui touchait tellement le cœur de mon expérience, de mon rapport au travail ou du rapport de mon entourage. Il parvenait à mettre des mots sur des expériences, au fond, qui étaient en moi depuis très longtemps, sans que jamais j'ai pu les nommer, sans que jamais j'ai pu les saisir, parce qu'il me manquait le concept. Et du coup, moi, j'ai eu le sentiment, en recevant ce texte, que, en réalité, il me parle au corps, il parle du corps, et que, à l'évidence, il était destiné à se projeter dans des corps, ceux des acteurs, pour affecter les corps des spectateurs. Vous en parlez en spinoziste, en fait. Il est probable que j'ai été contaminée à force de lire un spinoziste devenu mon maître à penser, comme je le disais. Oui, je m'en rends pas compte, en fait, je ne suis pas assez philosophe moi-même. Moi, je n'ai pas du tout la fréquentation intellectuelle des philosophes que Frédéric peut avoir. Et d'ailleurs, je n'avais jamais si bien compris l'utilité de la philosophie qu'en lisant ce texte-là. Avant ça, la philosophie était pour moi l'affaire, oui, d'une méditation, certes intéressante, stimulante intellectuellement, mais aucun texte de philosophie n'avait produit en moi cet impact qui me permet de comprendre. Mais en fait, la philosophie, ça parle de ma vie, de ce que je sens, de l'innommé en moi. Et en fait, avant ça, je philosophais pas. Peut-être maintenant je le fais, mais en le sachant à peine. En tout cas, vous arrivez à le faire sur scène, puisque en tant que spectateur, ce qui est frappant dans la mise en scène qui est la vôtre et qui permet donc d'incarner ce texte, c'est que vous parvenez à restituer la teneur philosophique d'un texte sans tomber ni dans le didactisme et la pédagogie outrancière, et sans non plus être ultra exigeant. C'est-à-dire qu'il y a un jeu entre les acteurs et entre les comédiens et la salle au fait, et aussi qui désamorce sans arrêt une dimension qui pourrait être sans cela trop exigeante ou qui se voudrait être trop intellectuelle. L'exigence est là, mais vous avez mis en œuvre les moyens pour vous adresser à des spectateurs qui, eux, ne sont pas forcément philosophes. Oui, parce que de toute façon, mon théâtre s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire. Pour moi, c'est un très beau mot et une très belle démarche, l'éducation populaire, c'est-à-dire considérer que le théâtre est un outil de transmission d'une pensée critique à des esprits qui n'ont pas forcément été préparés à recevoir ces outils critiques. Il s'agit de s'adresser à tous les publics. Je joue dans des théâtres qui sont fréquentés par des clientèles de quartier qui ne sont pas toujours les nantis de la culture. J'essaie de m'adresser à tous et donc de trouver un langage sensible,
susceptibles de produire du rire, de la jouissance. Je considère que le théâtre est un art sérieux qui ne doit pas se prendre trop au sérieux. Et par ailleurs, il était important, vu ce que dit le texte, de notre rapport au désir-maître, je pense qu'on va aborder cette question-là, du désir-maître, le texte développe une position critique par rapport au désir-maître, ce désir qui nous conduit tous au même endroit. Il faut savoir ouvrir un écart, une dissidence, une résistance par rapport au désir-maître. Moi, dans ce spectacle, le désir-maître premier, c'est le texte. Il convenait donc que moi-même, je développe avec ce texte-là un rapport un peu facétieux, que moi aussi, je m'autorise des formes de contestation, de dissidence, de dérision, d'où certains moments du spectacle où on peut être amené à moquer certains effets de langue de l'auteur. À les moquer avec tendresse et affection, bien sûr, mais ça ouvre cette possibilité d'être facétieux avec l'auteur, ça ouvre quelque chose d'une décontraction, d'un relâchement. C'est ça aussi qui fait que le public se sent confortable dans cette proposition théâtrale. On n'est pas là pour lui asséner une leçon de philosophie, qu'on lui martellerait comme ça, avec uniquement de la rigueur et de l'exigence. Alors, une proposition théâtrale qui suggère et invite à une réflexion philosophique, mais aussi à adopter une attitude critique d'ordre politique, puisque votre projet, Frédéric Lordon, dans votre ouvrage, Capitalisme, désir et servitude, est de relire notre rapport au travail à travers le prisme de nos désirs et de nos passions, c'est-à-dire en spinoziste. Là aussi, on peut partir de cette peut-être surprise initiale. En quoi est-ce que Spinoza serait l'auteur le plus approprié pour dénoncer le système capitaliste ? C'est vrai que ça ne va pas de soi tout de même. Il y a deux choses qui ne vont pas de soi. La première, c'est de mêler la philosophie à l'exercice de la critique du capitalisme, à ce que, en termes marxistes, on appelle la critique de l'économie politique, et qui semble donc, au premier abord, du ressort des sciences sociales. Et la deuxième chose qui ne va pas de soi, c'est d'aller chercher, pour se livrer à cet exercice déjà bizarre, un philosophe du XVIIe siècle, qu'on ne connecte pas spontanément avec les problèmes du capitalisme du XXIe. Or, en fait, les choses qui ne vont pas de soi au premier abord peuvent aller convenablement si on les prend par le bon côté. En particulier, il s'agissait de me livrer à une double opération. La première, d'abord, c'est que je ne suis pas certain qu'il faille qualifier mon activité intellectuelle de strictement philosophique. En vérité, je me situe dans une espèce de no man's land qui est à l'intersection de la philosophie et des sciences sociales. C'est-à-dire, je suis économiste de formation, j'ai fui ce milieu pour des raisons dans le détail desquelles il n'est pas nécessaire d'entrer, des raisons qui sont propres à l'attrition intellectuelle profonde de la science économique présente. Mais je n'ai pas abandonné de faire des sciences sociales, c'est-à-dire de m'intéresser à des objets du monde social historique, bon, le capitalisme en particulier. Et donc c'est un exercice sui generis d'une certaine manière, qui ne tombe pas dans les délimitations disciplinaires bien établies. En l'occurrence, si l'on veut parler de critique du capitalisme, c'est de Marx qu'on repart. Mais, m'a-t-il semblé, la critique marxienne du capitalisme a oublié beaucoup de choses en cours de route, et en particulier tout ce qui appartient à la vie passionnelle des individus. Et le marxisme, et ses développements ultérieurs, sous la forme du structuralisme, nous a laissé confronter à une théorie extrêmement abstraite dans laquelle on ne voit que les grandes structures, les grands rapports sociaux du capitalisme, en perdant de vue que ces structures sont habitées par des pôles de puissance qui sont les individus, que la plupart du temps les individus sont asservis aux structures, mais pas toujours, pas rédhibitoirement. Il y a des occasions dans lesquelles ils peuvent s'en échapper ou les renverser, en faire quelque chose d'inhabituel, etc. Et pour saisir ces phénomènes-là, il fallait avoir des concepts adéquats. Or, cette dissidence théorique avec le marxisme, moi je l'envisageais du côté des puissances d'agir, du désir, des passions. Et alors, s'il y a un philosophe de la puissance d'agir, du désir et des passions, c'est bien Spinoza. Et puis, c'est à ça qu'on reconnaît une grande œuvre, n'est-ce pas ? C'est un lieu commun, mais quand même, il vaut d'être répété. On la reconnaît à son inactualité, c'est-à-dire à son intemporalité. Et la puissance des concepts spinozistes, évidemment, convenablement repris, réadaptés, pour être remis en circulation dans le plan analytique propre des sciences sociales, me semblait là disponible, prête à l'emploi, et c'est à ça que je me suis livré. Et pourtant, vous partez d'un point de vue individuel, à savoir comment un individu peut lui-même agir et réagir à un système qui s'impose à lui.
en le pensant à travers le prisme des désirs et des passions, tel que le fait Spinoza, mais Spinoza n'est pas l'auteur qui pense le mieux l'individu. Donc c'est-à-dire que vous servez d'une grille de lecture qui est beaucoup plus générale et qui du coup pourrait être difficile à appliquer à une échelle individuelle, à une expérience individuelle. Je ne dirais pas que Spinoza est le philosophe qui pense le mieux l'individu, je dirais que c'est celui qui refuse de penser le sujet, ce qui n'est pas exactement Alors la même quelle différence chose. entre les deux? Le sujet, c'est l'individu, mais doté de toute une série d'attributs caractéristiques, comme le libre arbitre, l'autonomie de décision, l'autodétermination, la responsabilité morale qui va avec, etc., etc. Donc il y a un présupposé de souveraineté qui fait la différence entre le sujet et l'individu. Et alors ce présupposé de souveraineté, qui est hérité de la métaphysique cartésienne, laquelle va infuser dans les sciences sociales majoritairement, mais également dans le discours qui correspond au rapport que spontanément nous nouons avec nous-mêmes. Ce discours cartésien, Spinoza le contredit radicalement et nous montre un individu, certes absolument un individu. Spinoza ne nie pas un instant qu'il y a des pôles individués de puissance, mais un individu qui n'est pas maître chez lui, un individu dont les actions s'expliquent très majoritairement par des déterminations venues du dehors. La condition ordinaire de l'individu spinoziste, et je devrais dire de l'individu tout court, c'est ce qu'on pourrait appeler l'hétérodétermination ou l'exodétermination, ce qui contredit frontalement la manière dont nous représentons spontanément nos propres actions. Et d'ailleurs, Spinoza en restitue l'explication génétique de cette illusion par laquelle nous saisissons nos propres comportements. Il dit: les hommes se trompent quand ils se croient libres, opinion qui consiste en cela seul, qu'ils sont conscients de leurs actes, mais ignorants des causes qui les déterminent. Ah, voilà la différence. Voilà le point où s'ouvre l'écart entre l'individu et le sujet. Le sujet est un être illusoire qui se croit maître de ses propres actes et qui n'a pas conscience de tout ce qu'il a déterminé. L'autre danger, en invoquant Spinoza pour penser le capitalisme, c'est de partir d'un auteur qui nie le libre arbitre, la liberté humaine, qui démontre de manière géométrique et mathématique quasiment au sein de l'éthique comment l'homme est asservi à des passions et pris dans un jeu de désirs et de passions qui dépasse largement le cadre du travail. Donc, et d'ailleurs, vous abordez cette question de front dans votre spectacle, Judith Bernard. La question serait de savoir, certes, l'homme peut être asservi au sein du capitalisme, mais si de toute façon il est asservi, si de toute façon il n'est pas libre, alors à quoi bon se battre contre le capitalisme? Mais c'est que tous les asservissements ne se valent pas. Bien sûr, Spinoza n'arrête pas de nous répéter que la servitude passionnelle est notre condition quasiment inexpiable. Je dis quasiment, car il y a quand même une sacrée réserve. Spinoza écrit une éthique. C'est qu'il a donc bien le projet d'abord d'identifier un souverain bien, de nous le faire connaître et de nous laisser entrevoir un cheminement qui pourrait nous y conduire. Mais ce cheminement n'est pas de l'ordre d'une méthode qui consisterait en une reprise décisoire de sa propre existence par chacun. Comme toujours, le jeu de la détermination continue de s'opérer. Simplement, nous ferons peut-être les bonnes rencontres, celle de l'éthique par exemple, celle de la philosophie spinoziste, qui par contre-coups successifs nous conduiront à emprunter cette voie de l'empuissantisation et du devenir actif, de ce que Spinoza appelle le devenir actif, c'est-à-dire la conquête d'une plus grande part d'autonomie dans la production de nos propres actions. Mais en effet, nous sommes toujours dans l'ordre de la détermination. Et il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de grand choix, il n'y a pas de métadécision de cheminer vers l'éthique. Ça se passe ou ça ne se passe pas. Donc, on sort, pour ainsi dire, de la servitude passionnelle dialectiquement, c'est-à-dire non pas en réorientant nous-mêmes, mais par des réorientations de nos cheminements passionnels qui, progressivement, vont nous mener vers autre chose, vers un autre régime de nos désirs et de nos affects. Et puis, si je peux me permettre, servitude pour servitude, il y aura quand même toujours une différence, sans vouloir citer et le spectacle et ton texte, il y aura toujours une différence entre les passions tristes qui nous fixent sur des domaines restreints de jouissance, comme le travail, et les passions joyeuses qui démultiplient notre puissance et qui nous emmènent vers une multiplicité Mais ça, on peut vous d'objets. rétorquer. D'ailleurs, on vient de faire une semaine sur le travail au Nouveau Chemin, que le travail peut aussi être le lieu d'une passion joyeuse et d'un épanouissement de soi, et que du coup... C'est à quoi travaille d'ailleurs le management néolibéral, de nous laisser croire que, en effet, le travail est un espace de l'épanouissement, de la joie, de la jouissance. Précisément, le spectacle et le texte de Frédéric
entendre interroger l'authenticité ou la réalité de cette joie dans les passions joyeuses que l'entreprise prétend nous produire, nous inspirer. Je veux dire, il y a une très très grande part d'illusion, de manipulation. Il me semble qu'on arrive à le donner à voir dans cette séquence où on est tous enfermés sous l'échelle qui à ce moment-là fait figure d'usine. Oui. Et cette échelle sert de métaphore à tout. Elle me permet de jouer absolument tous les dispositifs, un banc public, une usine, une échelle sociale. Bref, à un moment, on est tous enfermés sous l'échelle. Et on dit, ce que j'ai entendu dire 1000 fois, j'adore ce que je fais. Moi, c'est bien simple, s'il fallait que j'arrête. Et c'est pas seulement pour le fric, c'est parce que j'aime me sentir utile. Mais ce discours-là, quand on le ramène dans cette vision-là, d'écraser des corps dans une échelle, on sent bien la part d'auto-illusion qu'il y a là-dedans. Il fallait que l'entreprise produise des passions joyeuses intrinsèques. C'est l'activité elle-même qui devait être perçue comme source de joie immédiate. Le management néolibéral s'est donc lancé dans une grande opération de fabrique de nouveaux désirs. Le désir de s'épanouir dans le travail, de se réaliser par le travail. Ainsi pouvait-il espérer réduire les alphas résiduels qui faisaient encore obstacle à son projet d'enrôlement total des Conatus. Les Conatis. J'adore ce que je fais. Moi, c'est bien simple. S'il fallait que j'arrête... C'est pas pour l'argent. J'aime ma boîte. Si elle coule, tout ils en plein tout aussi. Et puis, ce que je fais a du sens. Moi, j'aime me sentir utile. Ça me relie aux autres. Ça donne du sens. J'aime mon métier. Au fond, oui, comment dire, je crois. Je me réalise. Je fais des trucs bien. C'est pas seulement pour le fric, hein. C'est pour faire quelque chose. Quelque chose de bien. Quelque chose, quoi. Et puis, sinon, Sinon, on ferait quoi? Ce passage est assez glaçant, je dois dire, parce que quand on l'écoute, on se dit, si on a la chance d'aimer son travail, on se dit, mais zut, alors j'aime mon travail, est-ce que je suis complètement aliéné? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas compris qu'en fait, il y avait un asservissement malgré moi et que ce que je pensais être une passion joyeuse était une passion triste? Évidemment, les choses sont plus compliquées que cela. Mais ce qu'on entend ici, c'est ce que d'autres auteurs, je pense à Luc Boltanski et Eve Capello, ont nommé la critique artiste. C'est-à-dire, à un moment donné, aux alentours de mai 68, seuls les travails créateurs, artistiques, pouvaient être perçus de manière légitime comme le lieu d'un épanouissement de soi, et les autres travaux étaient forcément beaucoup plus négatifs et étaient le lieu d'un asservissement. Comment faire, alors là je pose la question à l'un et l'autre, pour ne pas retomber dans une vision qui serait très schématique et qui du coup mettrait le travail du côté négatif et du côté de l'asservissement, et de l'autre l'épanouissement qui passerait forcément par d'autres activités, ce qui du coup serait une manière de tourner le dos à ce qui se passe vraiment, parce qu'il y a en effet sans doute des manières de travailler, y compris de travailler beaucoup, qui ne sont pas un asservissement, qui peuvent être vécues comme un épanouissement, un accroissement des désirs même. Frédéric Lordon. Mais tout dépend du contexte institutionnel et des rapports sociaux dans lesquels ces passions laborieuses sont prises. En l'occurrence, je pense que vous rappeliez l'ouvrage de Boltanski et Capello sur le nouvel esprit du capitalisme. C'est s'il est permis de se livrer à une hypostase qui est toujours conceptuellement délicat, c'est-à-dire de personnifier le capitalisme comme une entité en soi, agissante, etc. Mais enfin, disons, pour faire simple, l'immense habileté du capitalisme néolibéral, c'est précisément d'avoir perçu ces aspirations diffuses ou confuses dans la société, à un enrichissement du travail, à des délégations d'autonomie, et d'avoir exploité toutes ces tendances passionnelles qui existaient réellement, mais au service de ses propres fins, comme d'habitude. De telle sorte que, oui, sa grande habileté a été de réenrichir en passion joyeuse l'activité du travail, mais l'activité du travail subordonnée à des finalités tout à fait précises et absolument pas discutables. Je veux dire, prenez du plaisir à faire du contrôle de gestion, ça c'est parfait, mais n'allez surtout pas avoir l'envie de faire autre chose. De telle sorte que... c'est ce que dirait le discours du maître. Absolument, ça serait le discours du maître capitaliste. De telle sorte que le commandement désirant et passionnel du capitalisme néolibéral s'énoncerait en 3 articles qui seraient: premièrement, voilà ce qu'il faut faire; deuxièmement, voilà ce qu'il faut aimer faire; troisièmement, il ne faut surtout rien aimer faire d'autre. Donc, et vous voyez, ça change considérablement les données du problème. C'est-à-dire que c'est une forme d'autonomie qui est ainsi déléguée, mais extrêmement paradoxale, puisqu'elle est invitée à se déployer, mais sous l'arrière-plan exclusif des finalités du désir maître capitaliste. Alors ça, pour comprendre ça, on peut revenir sur le titre, Bienvenue dans l'angle alpha. L'angle alpha symbolise et figure
ce que vous venez de décrire, d'un côté le mouvement du désir maître, qui serait comme une flèche horizontale, et de l'autre le désir qui serait individuel, qui serait vertical. Le désir maître aurait pour idéal et pour but de faire coïncider le désir individuel à son propre désir, comme si les deux flèches devenaient en une forme de collinéarité. Alors que plus l'angle s'accroît entre le désir individuel et le désir maître, plus il y a une chance de faire intervenir une forme de dissension et de décalage entre ces deux désirs, et donc d'enrayer le système. D'où l'idée de l'échelle sur scène, Judith Bernard, que l'on trouve dès que la scène s'allume. Oui, elle est très importante, notamment cette échelle, puisqu'elle permet de donner à voir tous ces effets d'angle que vous venez de mimer avec les mains, ce que les auditeurs ne peuvent pas voir. J'espère qu'ils font l'image dans leur tête. On mettra une vidéo sur le site. Ouais. Voilà. Cette échelle permet de figurer tous les effets d'angle que vous venez d'exprimer, et précisément en la mettant en mouvement, on déjoue le piège de la fixation. Parce que, pour reprendre ce que Frédéric disait à l'instant, certes, le travail peut procurer des joies immenses. On se réalise en effet beaucoup dans le travail. Il y a énormément d'activités professionnelles qui sont épanouissantes. Le mal est dans la fixation, c'est-à-dire l'épuisement de notre jouissance. Là, vous citez votre pièce. Hein. Oui, mais je cite... cite... Où est le mal, et la réponse est dans la fixation. Le mal est dans la fixation. Ouais. Précisément, je cite Frédéric Lordon, parce que je crois bien que cette expression est textuellement dans Capitalisme, désir et servitude. Le mal est dans la fixation, c'est-à-dire, certes, on peut jouir au travail, et c'est merveilleux, et tâchons en effet de jouir au travail. Le problème, c'est quand nous ne jouissons plus qu'au travail, quand l'entreprise capture la totalité de nos désirs et de nos imaginaires. Et là, la question, il faut qu'on se la pose chacun dans notre rapport au travail, dans cette jouissance que nous y trouvons. Où l'enlevons-nous ? À qui ne donnons-nous pas le temps que nous donnons au travail? Nous ne le donnons pas à d'autres que nous aimons aussi, à d'autres activités, d'autres formes d'épanouissement qui nous importent. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de se réduire, de devenir des monomaniaques d'une activité professionnelle, certes, épanuissante, stimulante, etc., mais qui nous réduisent en tant qu'être humain, parce qu'elle nous fixe sur un seul objet de désir et de réalisation. Là, on pourrait très bien vous rétorquer, parce que d'ailleurs, je ne ferai pas la pièce, que la pièce ne le laisse pas entendre, mais votre réponse, si, mais finalement, et alors ? Au nom de quelle morale faudrait-il essayer de sauver des gens qui ne penseraient qu'à eux-mêmes, qui ne s'occuperaient pas des autres? Et alors, quel est le problème? C'est les passions tristes, parce que je pense qu'une fois qu'on est dans la fixation sur un seul objet, au fond, cette passion prétendument joyeuse bascule en passion triste. Ça s'appelle l'obsession, la monomanie, l'épuisement et le burn-out. Alors que dans la défixation, on retrouve les passions joyeuses, la multiplication des objets de désir et d'épanouissement. Ce que Spinoza permet de penser, Frédéric Lordon, c'est là où il me semble que c'est très habile de l'avoir convoqué pour penser le capitalisme, c'est que c'est y compris à une échelle individuelle que nous avons un intérêt à basculer vers les passions joyeuses et à ne pas se maintenir, à restreindre notre désir, ce que fait le capitalisme, et pas seulement au nom d'une morale collective pour faire en sorte que tout le monde aille mieux. Oui, je crois que ce qu'il faut souligner, puisque en effet vous attirez l'attention sur un point qui est bien fondé, c'est-à-dire, après tout, pourquoi ne pas laisser les gens s'adonner à leur passion joyeuse, quand bien même celle-ci trouverait dans le travail leurs seules occasions. Bon. Mais ce qu'il ne faut pas cesser de rappeler, c'est l'hypocrisie fondamentale des propositions joyeuses du capitalisme néolibéral. Et cette hypocrisie fondamentale tient à deux choses. La première, c'est que dans l'activité même du travail, restons sur ce lieu, l'ensemble des objets qui sont proposés aux efforts désirants des individus demeure extrêmement limité. C'est-à-dire, vous devez faire ceci et pas cela. Il y a plein d'autres occasions de déploiement joyeux de l'activité des salariés qui pourraient être envisagées, mais qui ne leur sont systématiquement jamais proposées comme de juste. Par exemple, des activités qui auraient lieu à la reprise en main de leur destin collectif de communauté de travail. Ah voilà, pour que ça c'est pas le team building, c'est pas ce que... Non, ça c'est pas exactement le team building. Ce dont je suis en train de parler, ça a plutôt à voir avec ce qu'on appelle communément l'autogestion. C'est-à-dire, nous formons une communauté laborieuse, c'est-à-dire une communauté de vie dont les finalités sont certes partielles, ça n'englobe pas toute la vie, ça englobe la vie résumée à ou limitée à la production de certains biens et services. Mais quand même, ça nous occupe 8 heures par jour, c'est-à-dire grosso modo la moitié de notre temps éveillé, ce qui n'est pas rien. Donc ça ne serait pas une aspiration illégitime que de redonner à chacun, de nous redonner à tous la capacité de discuter non seulement les finalités de notre activité, mais aussi les modalités concrètes de son organisation. Alors pour rentrer dans des détails qui sont plus de l'ordre de l'économiste, d'ailleurs, les modalités d'ajustement des chocs et des tensions quand ils sont faits connaître, par exemple, l'entreprise va mal, de qui réduit-on les salaires, comment, de combien, comment repartage-t-on le travail, qui associe-t-on à la
décisions en général? Comment se fait-il que certains décident pour les autres? Comment se fait-il que nous soyons enfermés dans ce rapport hiérarchique qui est l'essence même du rapport salarial, dans lequel certains commandent, le petit nombre, et d'autres obéissent, le grand? Et il faut également restituer cette hypocrisie fondamentale qui tient à un rapport de domination intrinsèque au rapport salarial, puisque le rapport salarial demeure, malgré tous ces enrichissements joyeux, demeure rivé à cet arrière-plan qui est la nécessité de la reproduction matérielle, c'est-à-dire le fait de devoir en passer par l'argent du salaire, donc par le rapport salarial, donc par la relation de subordination, pour pourvoir à sa reproduction matérielle élémentaire, quasiment biologique. Et je veux dire, on va dire les choses simplement, hein. Il faut croûter, il faut se loger, etc. Et dans une économie monétaire à travail divisé, il faut avoir accès au médium de l'échange, c'est-à-dire à l'argent. Or, nos sociétés sont organisées de telle sorte que ce qui procure cet accès au médium de l'échange qu'est l'argent, c'est le salariat, et aux conditions du capital, par définition. Et donc comment vous reliez ça à Spinoza qui lui pense aussi de toute façon que nos désirs sont asservis à d'autres désirs que les nôtres, que chaque désir qui nous est causé de manière extérieure? Cette connexion se fait par le truchement de cette position théorique que je m'efforce de construire dans un programme de recherche qui a maintenant quelques années et que j'appelle un structuralisme des passions. C'est-à-dire, Spinoza, évidemment, dit très très peu de choses sur l'économie et sur l'argent, rien sur le capitalisme dont il n'a pas l'idée, je veux dire le capitalisme industriel, et pour cause, on ne va pas lui en vouloir. Et cependant, il nous offre les instruments théoriques pour tenir ensemble deux choses, à savoir l'éloignement, la généralité, l'abstraction des grandes structures, telles que, malgré tout, elles déterminent très concrètement nos existences, et nos réactions individuelles, nos mouvements de corps, nos déterminations de désir et de passion. Et l'idée, c'est de montrer de quelle manière les structures dans lesquelles nous vivons, c'est-à-dire les structures du capitalisme, sont au principe de certaines affections, par conséquent de certains affects, qui déterminent nos corps à désirer et à se mouvoir d'une certaine manière. Je veux dire, ce sont les structures du capitalisme, c'est-à-dire de l'économie monétaire à travail divisé, de la séparation des producteurs d'avec les moyens de la production. Là, on est dans du Marx textbook. La séparation des travailleurs d'avec les produits de la production. Ce sont toutes ces structures et tous ces rapports sociaux qui déterminent les agents à désirer le salaire et l'argent du salaire. Donc, si vous voulez, ces structures s'expriment dans un certain nombre de désirs très fortement homogénéisés, hein, dans la société contemporaine, dans la société capitaliste. Pour se reproduire matériellement, il faut l'argent, donc il faut l'emploi. Et c'est cela même qui détermine les individus à se lever tous les matins, à prendre les transports en commun et à aller au boulot. Des mouvements élémentaires dont on n'a même plus l'habitude, qui ne nous étonnent plus, mais auxquels il faut restituer toute la particularité de leur détermination, telle qu'elle est l'expression des grandes structures de la société capitaliste. Mais si on vous suit jusqu'au bout, ça veut dire que Spinoza avait tort, parce que si l'anthropologie spinoziste était juste, on n'en serait jamais arrivé là, et personne n'aurait produit un désir qui serait aussi asservissant. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que les passions tristes qui ont gagné, ou qu'il y a un déni des passions joyeuses qu'on croit être joyeuses, cette hypocrisie est en fait constitutive de l'homme. Spinoza a pensé ça en son cœur, tout au contraire. La préface du traité théologico-politique s'étonne, ou plutôt ne s'étonne pas, elle se contente de déplorer que les hommes luttent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut. Bon. Et c'est pas seulement de l'ordre de l'illusion individuelle, bien sûr. C'est de l'ordre de la fabrication, de la production des structures, c'est-à-dire de l'aliénation ou de la réification, pour parler comme Marx ou Lukács. C'est-à-dire de ce fait qui est vraiment... Je ne sais pas s'il faut dire la malédiction ou le fléau du monde social par excellence, que les hommes, par composition de leurs actions, engendrent des structures et des totalités collectives qui leur échappent complètement et qui viennent à les dominer. Si vous voulez, c'est cette idée-là qui est enfermée dans cette proposition bien connue de Marx, que les hommes font leur histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Et en effet, ils ont inventé les rapports féodaux, ils ont inventé la théocratie avant, ils ont inventé le capitalisme après, mais inventé à leur corps défendant, inintentionnellement, sans le savoir, et par un effet de composition de leurs propres actions. Non pas que cet effet de composition ait été en totalité symétrique, atomistique ou quoi que ce soit. Dans la société, il y a des groupes d'intérêts particuliers qui font des efforts délibérés pour instituer les structures d'un ordre social qui leur sera favorable, etc. Bon, le but de ce structuralisme des passions, c'est aussi de ne pas perdre de vue qu'il y a des structures qui bien qu'ayant été produites par l'histoire des hommes, n'en imposent pas moins leur diktat aux hommes, quoi qu'ils en aient. L'effort, le conatus par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être, n'est rien en dehors de l'essence actuelle de cette chose.
De l'essence donnée d'une chose quelconque suivent nécessairement certaines conséquences. Et les choses ne peuvent rien d'autre que ce qui suit nécessairement de leur nature déterminée. C'est pourquoi la puissance d'une chose quelconque, autrement dit, l'effort par lequel, soit seule, soit avec d'autres, elle fait ou s'efforce de faire quelque chose, c'est-à-dire la puissance ou l'effort par lequel elle s'efforce de persévérer dans son être, n'est rien en dehors de l'essence donnée ou actuelle de cette chose. Même dans la même ligne, on a entendu juste avant la proposition 6 d'éthique 3 sur le conatus, justement, donc le fait de vouloir persévérer dans son être. Judith Bernard, comment fait-on pour... D'ailleurs, c'est une question rhétorique puisque j'ai vu la pièce, mais c'est intéressant, j'aimerais que vous en parliez. Comment avez-vous fait pour incarner, donc mettre en scène cette idée spinoziste qui est assez imparable et qui est à mon sens est extrêmement juste, du conatus qui fait que l'homme est guidé, veut persévérer dans son être au sein d'un message en plus politique. Comment ça se passe sur scène ? C'est pas facile de répondre à une question comme ça. Mais vous y arrivez très bien, c'est pour ça que je pose la question. Le cheminement qui m'a conduit du texte au plateau est un cheminement imaginaire, évidemment que c'est passé par le corps. Ce concept du conatus, quand je l'ai lu, m'a fait d'abord l'effet d'un truc vachement opaque, complexe. Il fallait à Frédéric plusieurs phrases, plusieurs pages pour en faire le tour. Il y avait une opacité, une matière très dense là. Et je crois que l'intuition de la danseuse, de la figure de la danseuse, vient de cette opacité, de cette énigme. Le conatus, la première fois que j'entre en contact avec, c'est une masse d'énergie, c'est une puissance, mais en même temps qui me perturbe et que je ne sais pas lire et que je ne sais pas traduire dans ma langue, pas immédiatement. Et donc ça se traduit sur le plateau par le corps d'une danseuse qui incarne le conatus à l'état sauvage, indomptable, c'est-à-dire aussi très seul, parce qu'un conatus sauvage et indomptable, c'est un être sans lien, c'est-à-dire qui ne se laisse pas apprivoiser, mais qui ne crée pas de relations affectives avec les autres. Et donc, le conatus, cette puissance, je l'ai incarnée en quelque sorte à son état le plus sauvage à travers la danseuse, mais il fallait le montrer aussi dans sa capacité à mettre en mouvement les autres corps des acteurs. Eux, ils ont des corps plus domestiqués, plus apprivoisables par le désir-maître, l'enrôlement dans le salariat, et donc ensuite j'avais un effet de contraste entre les acteurs dont le corps est domestiqué, qui vont donner à voir un petit peu toutes les logiques d'aliénation, comment le corps se rend au travail, se laisse enfermer dans l'usine, dans le joug que fait une échelle. Contraste avec cette danseuse opaque, énigmatique, totalement autonome par rapport à nous, indéchiffrable, et en plus quelque part, ouvrant une dissidence avec le désir-maître du spectacle. C'est-à-dire que cette figure de la danseuse, on n'arrête pas d'y réfléchir. Elle est perturbante. Elle est... Oui, elle gesticule sur scène. C'est gênant pour tout le monde, mais c'est gênant comme un vrai conatus libre et sauvage. C'est très gênant. J'en ai jamais rencontré. Mais oui, c'est normal. C'est parce qu'en fait, la société, c'est incompatible avec le principe de faire société. Pour faire société, il faut consentir au lien, il faut consentir à se laisser apprivoiser et à des formes de servitude, aux servitudes passionnelles vis-à-vis de l'autre. L'amour est une servitude passionnelle, par exemple, à laquelle on consent très, très volontiers. On crée du lien, mais donc on est plus libre et sauvage. La danseuse, là, elle incarne une sauvagerie qui peut brutaliser jusqu'à l'esthétique du spectacle même. C'est-à-dire que mon spectacle, il produit un désir-maître, il veut raconter quelque chose, il veut transmettre un énoncé philosophique et même une démonstration. Mais si j'assume le fait que tout désir-maître peut se voir contesté par une puissance d'agir qui ne s'y laisse pas contraindre, alors j'embarque avec moi dans mon spectacle une danseuse dont le travail entre éventuellement en contradiction esthétique avec ce que le spectacle prétend raconter. C'est-à-dire qu'en gros, je joue de l'angle alpha, de la dissidence et de la résistance à tous les niveaux. Moi, dans ma position d'adaptatrice par rapport au texte de Frédéric, je joue un rapport facétieux et dissident, et dans mon esthétique de mise en scène, je crée un désir-maître et je lui offre l'occasion d'être détruit, contesté par une proposition qui est non-verbale. La danseuse ne s'exprime pratiquement pas. Elle offre des figures, la plupart du temps, indécidables, indéchiffrables, et cette opacité-là, à la fois rejoue mon premier contact avec le concept de conatus, relativement
obscur, et quelque chose d'une résistance au projet même du spectacle. Il y a un autre procédé qui, à mon sens, est très réussi, et cette technique de, comment nommer ça, surimpression, où vous projetez les images sur un drap, sur la scène, y compris à un moment, vous projetez comme un transparent sur le visage d'une des actrices, sur lequel vous dessinez. Donc on a l'impression que vous êtes en train de la maquiller, le texte raconte l'aliénation de cette Par personne. le coaching en fait. Voilà. C'est pour montrer comment le coaching est une logique d'intériorisation des contraintes extérieures. C'est dans le texte de Frédéric, il explique comment les nouvelles stratégies du management consistant à développer des coachs du coaching. Ça consiste à faire croire aux travailleurs que les désirs qu'on lui fait rentrer de force dans le crâne sont en fait ses désirs propres et que c'est bien lui qui s'épanouit et se réalise quand il réalise en fait les objectifs de l'entreprise d'augmentation du profit. Et donc là, effectivement, ce dispositif de projeter sur le visage de la comédienne au marqueur rouge, de lui refaire un visage, une espèce de masque de clown ou de smiley sanguinolent, ça raconte bien qu'en fait c'est de l'extérieur qui vient se coller sur le visage en faisant croire que c'est son visage à elle, mais personne n'est dupe, et on voit bien que dans cette impression-là, ce qui se joue, c'est une destruction de la figure. Son individu à elle est anéanti par cette violence, cette pénétration de force de la contrainte extérieure visant à lui faire croire que c'est une contrainte qui lui viendrait de l'intérieur. Et c'est ça qui est très réussi encore une fois, et je tiens à le dire parce que il y a beaucoup d'exemples d'adaptation de textes philosophiques sur scène, et là c'est très réussi de par ces gestes-là, cette incarnation de la pensée. Et vous avez commencé en disant mais le corps, c'est le corps qui s'exprime, et donc forcément un discours intellectuel va parler avec le corps et par le corps. C'est un présupposé de base spinoziste, pour qu'il n'y a pas le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Et du coup, le théâtre se prête extrêmement bien à l'expression de cette pensée. Et je pense notamment à certaines phrases qu'on connaît lorsqu'on a lu Spinoza, qu'on aurait du mal à comprendre en les lisant si on n'a jamais lu Spinoza, et que vous incarnez littéralement. Il y a ce geste-là, je sais pas si vous pouvez le refaire, où l'affection... affection, affect, action. Voilà, oui, mais là, on est à la geste. radio. Oui, alors mais c'est pas grave, parce que là, du coup, les auditeurs iront voir le spectacle pour le voir, oui. parce que le geste est très parlant. De même que l'angle alpha prend un sens très clair, parce qu'on a cette échelle sur scène qui mime l'angle alpha, et donc tous les comédiens vont mimer cet angle-là. Et après, il est impossible de ne pas comprendre ce que c'est. Alors qu'en lisant un texte, il faut pouvoir se concentrer, connaître tous les termes, parfois techniques. Là, c'est sur scène, on comprend très bien. De même, ici, ce principe de base, cette idée essentielle chez Spinoza, on la retient parce qu'elle est associée à un mouvement, à un geste. Et là, le théâtre devient, non pas au service de la philosophie, mais devient philosophique par essence. Ouais, mais là, je pense quand même que mon expérience de prof joue un petit peu, parce que quand on est pédagogue, on sait bien quand même que pour transmettre à un auditoire des outils, des concepts, de la matière cérébrale, il faut l'incarner. Je pense que n'importe quel prof sait ça, que ça passe par le corps. Et il faut des machines affectantes. Frédéric le dit à sa manière. Je pense que tu as écrit la pièce d'un retournement à l'autre parce que tu étais désespéré de voir que ta science économique n'infuse pas dans les milieux où elle devrait infuser, parce qu'on n'a pas trouvé les moyens d'affecter les publics. Il faut parler aux tripes, avec les tripes. Donc il y a un moment où il faut que la philosophie descende dans les entrailles, qu'elle se traduise par du mouvement et qu'elle aille parler aux entrailles. C'est exactement ça, moi, que j'ai l'impression de faire quand je suis prof aussi. Ça passe par le corps, c'est restitué dans les gestes, et je fais ça sur un plateau de théâtre pour essayer d'accomplir ton désir de diffuser cette pensée au-delà des initiés. Frédéric Lordon. Mais oui, en effet, c'est parce que c'était pas notre première rencontre. Celle qui a eu lieu antérieurement s'était nouée autour d'un épisode bizarre dans ma propre trajectoire, puisque j'ai écrit une pièce de théâtre d'un retournement l'autre en alexandrin sur la crise financière. Et disons qu'il n'était pas complètement illogique qu'écrivant une pièce, j'ai le désir qu'elle finisse portée à la scène. Je rencontre une metteur en scène, finalement ça se passe assez bien, la pièce finit par être représentée, tout ça est à peu près dans l'ordre des choses. Non, là où ça devient beaucoup plus étonnant, c'est à propos de ce texte, Capitalisme, désir et servitude, qui alors lui a été écrit, faut-il le dire, en dehors de toute intention théâtrale. Et c'est la raison pour laquelle la proposition de Judith m'a touché profondément, parce que en effet, je
mais c'est une grande problématique spinoziste, hein, vous savez, ça, c'est ce que Spinoza appelle l'impuissance de la raison. L'impuissance de la raison à dominer les affects. En tout cas, tant qu'elle reste sous l'espèce d'un certain type de connaissance, qui est ce que Spinoza appelle la connaissance du deuxième genre, et qu'elle ne parvient pas à atteindre le stade de la connaissance du troisième genre, qui lui est intrinsèquement chargé en affect très puissant, qui donne alors du pouvoir à la raison. Mais les idées sont telles quelles, les idées sont formellement impuissantes, quoi. C'est ça le problème. Or, dans le monde politique, puisque effectivement ces textes sont écrits avec des intentions politiques, le but de la manœuvre, c'est d'affecter. Donc, les idées ne suffisent pas. Évidemment, elles ne sont pas à l'état d'idée pure. Quand elles sont dans un livre, il y a un objet, puis surtout, on fait un effort dans l'écriture, on essaye de faire un effort de style, et le style, c'est déjà une stratégie d'affection, vous comprenez. Mais passer à la scène, c'est-à-dire incarner, faire représenter par des corps, etc. Alors oui, ça, il est certain qu'on franchit un sérieux degré dans l'ordre de la capacité d'affecter. Là, de ce point de vue, on ne pouvait pas rendre meilleur service à ce texte que de le faire sortir de l'orbite de la simple lecture, à laquelle pourtant il était primitivement destiné. En même temps, parlant du travail, de la mobilisation des corps des travailleurs, enfin ce texte raconte que tellement des histoires de corps. Je veux dire, tu abordes la question du travail à travers Marx et Spinoza, c'est-à-dire deux philosophes qui pensent la mobilisation. Qu'est-ce qui nous mobilise? Je veux dire, c'est du corps et du mouvement. C'est une telle évidence qu'en fait, il faut du plateau pour donner à voir ça. À la limite, plus je me pose la question, plus j'ai l'impression qu'elle ne se pose pas. Mais tu as raison. Moi, je dirais que le débouché sur scène que tu offres à ce texte offre sa complétude au caractère spinoziste de la démarche. C'est ça. Alors, oui, mais justement, et on terminera là-dessus, est-ce que ce qui est le plus important pour vous, l'un et l'autre, est-ce que c'est la réflexion philosophique qui est rendue offerte, qui est rendue accessible à la salle, ou le message politique est quand même très fort? Je crois quand même qu'on est davantage dans la philosophie que dans le politique, mais je crois que la philosophie est un geste d'émancipation. En quoi elle est politique. C'est-à-dire qu'on termine quand même sur du paradoxe, des choses pas simples, qui est que de toute façon, capitalisme ou pas capitalisme, ça change rien, on est dans la servitude passionnelle. Ok, mais servitude pour servitude, il y a une différence entre les passions tristes et les passions joyeuses, et on vient de vous montrer qu'il y avait possibilité de démultiplier les passions joyeuses. Donc, il me paraît ce message plus philosophique que strictement politique. Mais c'est une philosophie qui est un mouvement d'émancipation de la pensée. Donc, c'est quand même assez politique. Donc, Frédéric Lordon, la philosophie est politique par essence, la vôtre. Ça dépend des objets dont elle s'empare. Mais en l'occurrence, elle l'était. Merci à tous les deux.